Hey, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la dernière émission qui se trouve être l'entre-deux numéro 21. Et je crois que ça va être, oui, c'est sûr, c'est ma dernière émission que je vais enregistrer ici au Salvador. Le Salvador. Je suis ici depuis 5 mois, pas loin de 5 mois. Mais là, il est temps que je retourne au Québec. Je retourne à Montréal. J'ai des trucs à faire et par contre, ma décision est prise. Je retourne m'installer. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vous dirais que j'ai eu des belles surprises. Mais définitivement, c'est un pays qui a beaucoup à offrir. Il y a des belles opportunités pour les gens qui sont entrepreneurs, pour les gens qui veulent démarrer quelque chose. Je peux vous dire un mot très très vite. C'est sûr que l'espagnol, ça va de soi. Euh, mais la première chose, je pense, qui est le plus important, c'est de venir faire un tour. Vraiment filer la place, filer les gens, filer le coin, voir si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, beaucoup de gens que je rencontre, puis beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde, ils ont un coup de cœur pour ce petit pays très dynamique. Le président Bukele, c'est quelqu'un qui a une grande vision pour son pays. Il est en train de mettre des bouchées doubles pour attirer des investissements. Il y a des belles opportunités qui sont créées. Nous, on a fait des très bons contacts d'affaires. C'est une des raisons pourquoi on revient, parce qu'il y a de quoi faire ici. Pour nous, pour notre groupe Regenesis ou RG13, pour les membres qui sont très actifs. Mais je vous dirais que si vous voulez goûter au Salvador, venez faire un tour. Il y a des belles plages, des beaux endroits, du beau soleil, beaucoup d'oiseaux, comme vous entendez. Puis les gens sont très accueillants, très résilients, très simples. What you see is what you get, comme on dit. Mais aussi, il y a un esprit comment je pourrais dire, de reconstruction. Et surtout, il y a beaucoup de sécurité. Et aujourd'hui, dans le contexte de nos sociétés modernes, ça c'est très important. Le coût de vie, si vous êtes dans les grandes villes, ça peut ressembler peut-être aux métropoles où est-ce qu'on reste. Je m'adresse plus aux gens qui sont au Québec, à Montréal, ou un peu au Canada. Je sais qu'il y a des gens de la France, de la Suisse qui m'écoutent. Mais si vous allez plus en campagne, vous allez avoir un coût de vie beaucoup plus bas, plus accessible. Pour manger, c'est quand même, la nourriture est quand même très abordable. Et puis, c'est un pays en reconstruction, donc il y a beaucoup d'améliorations, mais les gens ils ont l'esprit à aller de l'avant. Et ça, c'est très réconfortant. C'est un pays avec beaucoup de cœur. Et aussi, ils sont très accueillants pour les gens qui veulent s'impliquer. Pour les touristes, ils sont très ouverts. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que je fais le move. Et puis, bon, ben, moi, je suis un homme d'affaires aussi. Donc, la question d'affaires, c'est très important pour moi. De toute façon, je vais vous tenir informé sur un projet éventuellement qui risque de prendre une très grosse ampleur ici. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je suis en train de mettre des pions en place qui va faire que peut-être éventuellement les gens qui veulent se diversifier dans quelque chose de concret sur le terrain, c'est le cas de le dire, que ce soit dans la construction ou même dans le transport. Bien, éventuellement, je ferai un appel, je vais donner plus d'informations, mais définitivement, il y a de quoi faire ici. Et puis, non, le Salvador, wow, chapeau. Et c'est pas pour rien que je vois beaucoup de touristes, je vois beaucoup de gens sérieusement qui sont en train de s'installer ici. D'accord? Donc, ça, c'est un peu pour le Salvador. Et puis, bon, il faut ce qu'il faut. Je dois retourner à Montréal, au Québec, parce que je dois régler des trucs, mais je pars pour mieux retourner ici, au Salvador, car je veux en faire mon quartier général. Mais éventuellement, je vous en parlerai un peu plus de ça. D'accord? Donc, on va retourner à nos affaires. L'entre-deux numéro 1, c'est sûr, moi je ne suis pas un podcaster qui va vous faire un podcast à la semaine.
J'essaie d'en faire un ou des fois deux au mois. Donc, ma vision des choses et ce que je vous partage, c'est beaucoup plus avec du recul. Et c'est un peu le point de vue que je veux vous amener. Bon, vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, avec le détroit qui a créé beaucoup de conflits entre l'Iran, entre Israël, puis aussi les États-Unis, Donald Trump. La dernière fois, je vous avais parlé du détroit d'Ormuz dans la dernière émission, comme quoi que le détroit il transige à peu près 20% du pétrole mondial. Et étant donné que les marchés sont tous interconnectés, ben, ça finit par affecter le prix à la pompe, même si vous êtes à l'autre bout de la planète. Parce que c'est ça, les marchés sont interconnectés, donc ça fait mal, ça continue à créer de l'inflation, ça peut éventuellement créer des conflits. Et puis, j'avais posé une question à la IA. Qu'est-ce qui arriverait si le détroit d'Ormuz il reste fermé? Et je trouve ça intéressant, je vais vous le partager. Parce que il faut quand même prendre en considération l'importance stratégique de ça. D'accord? Donc, la question c'était, en fin de compte, une des réflexions que je partageais, c'est une des raisons pourquoi la planche à billets de Donald Trump s'en vient avec des trillions. C'est à cause un peu de ça, mais pas que ça, mais disons que ça vient se rajouter à la marmite qui est en train de chauffer de plus en plus. En fin de compte, la question était toute simple. Quel est le problème? Quel serait le problème si le détroit d'Ormuz reste fermé jusqu'au 15 avril? OK? 15 avril et plus. OK? En gros, ça disait, c'est que si le détroit d'Ormuz reste fermé jusqu'au 15 avril, cela pourrait entraîner plusieurs problèmes majeurs, notamment perturbation du commerce mondial. Le détroit d'Ormuz est une voie cruciale pour le transport du pétrole et du gaz, représentant une part significative des échanges mondiaux. Sa fermeture pourrait bloquer le passage de millions de barils de pétrole par jour. Et chose qui est quand même assez géniale, c'est que pour se reconstruire et pour se faire payer les dommages que l'Iran a eus, tenez-vous bien, ben, il y a comme une taxe, il y a comme une douane qui s'est installée là et il déclare $1 par baril de pétrole des dédommagements. Donc les pétroliers, les supertankers, ils payent des millions et pas en dollars, pas en euros. La grande surprise, c'est en bitcoin. OK? Et pourquoi? Ben, c'est parce que déjà les Iraniens faisaient beaucoup d'échanges pétroliers avec l'Inde et la Russie en bitcoin. Et un des avantages du bitcoin, c'est qu'on ne peut pas se le faire saisir. Que vous aimiez l'Iran ou pas, dire wow. Et ça a aussi fait augmenter un peu le prix du bitcoin. Donc, ce qui est quand même fou, c'est que le bitcoin, c'est pas juste des personnes, c'est pas juste des compagnies, ça peut impliquer aussi la géopolitique et aussi des États-nations. Ensuite, deuxième point que la IA me disait, c'est qu'il y aurait définitivement une augmentation du prix du pétrole. La réduction de l'offre mondiale de pétrole pourrait entraîner une hausse de prix à l'échelle mondiale, impactant les économies dépendantes du pétrole importé. Et qui dit prix du pétrole, prix du transport, donc les prix des denrées qui montent de plus en plus, ça crée une inflation. Donc, troisième point, c'est crise économique mondiale. Une hausse brutale des prix du pétrole pourrait provoquer une inflation, ralentir la croissance économique et provoquer des tensions sur les marchés financiers. D'accord? Donc, si vous voulez faire un crash, c'est la formule parfaite. OK? Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de tensions par rapport à la fermeture du détroit. Quatrième point, risque pour la sécurité mondiale. La fermeture pourrait exacerber les tensions géopolitiques, donc les guerres, dans des régions pouvant conduire à des conflits, des interventions militaires. J'ai eu une dépêche du ministère de Transport de l'Angleterre qui disait que si ça continue, il y a des avions qui vont rester cloués au sol. Donc, en d'autres mots, les gens ne pourront plus prendre l'avion. Et voilà, c'est une sorte de lockdown, si on peut dire. D'accord? Donc, c'est
C'est hyper important de porter attention à ça. Cinquième point, impact sur les pays dépendants du pétrole du Golfe. Les pays importateurs de pétrole dans le monde entier pourraient faire face à des pénuries ou des coûts énergétiques accrus, affectant leur économie et leur stabilité sociale. Je parle peut-être pour les pays asiatiques comme le Japon, comme la Corée, et même la Chine qui dépendent beaucoup du mazout, du pétrole pour leur économie. En résumé, la fermeture du détroit d'Ormuz aurait des conséquences économiques, géopolitiques et sécuritaires graves à l'échelle mondiale. En d'autres mots, c'est la catastrophe si ça continue. D'accord? Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a eu une trêve, mais ça a été de courte durée. Donc là, écoutez, c'est un jeu de poker. On ne sait pas dans les coulisses comment que ça se négocie, mais tout ce que je vous dis tout le temps, surveillez, non pas ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font. D'accord? Donc, on va continuer à regarder ça. OK? Aussi, ce que j'avais posté sur la chaîne Telegram, ceux qui ne me suivent pas sur Telegram, je vais mettre le QR code à la fin. Écoutez, on parle ici que Jack Dorsey, qui était le fondateur de PayPal, qui ensuite a fondé Twitter, et maintenant il est rendu avec Square. Jack Dorsey a introduit le Bitcoin dans plus de 4 millions de marchands aux États-Unis avec l'application Square. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens qui ont Square peuvent accepter des Bitcoins. Donc, peut-être quelqu'un qui écoute ça à l'étranger, il dit, écoute, le Bitcoin, on peut l'acheter un peu partout. Mais en Amérique du Nord, c'est quand même une nouveauté. Il ne parle pas du Canada, il parle surtout des États-Unis. OK? Donc, les gens qui sont aux États-Unis peuvent déjà utiliser le Bitcoin. Ici, moi puis une amie à moi avec qui que je suis ici, à chaque semaine, on sortait du cash dans des guichets Bitcoin. D'ailleurs, je fais une petite vidéo, je vais vous montrer. C'est très facile au Salvador. Il y a des guichets partout. Vous prenez votre wallet, vous mettez le QR code, vous envoyez vos Bitcoins, puis le guichet ATM vous donne du cash. Ça, c'est génial. Mais on est au Salvador, on n'est pas au Canada, on n'est pas au Québec. Là. OK? Voilà. Donc, Détroit d'Ormuz, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé aussi de Square. Il y a un petit point que je tenais à vous parler aussi. C'est Pierre Jovanovic qui nous est arrivé avec ça. C'est que les grandes fortunes se font geler leurs comptes. OK? La banque UBS, qui se trouve être une des plus grosses banques suisses, la plus grosse banque, OK? Finalement, il empêche le monde, les grandes fortunes de retirer leurs millions. On parle de plus de 500 millions qui ont été bloqués. Ils ont dit, je suis désolé, vous ne pouvez pas sortir ça. Et vous devez attendre 3 ans. Écoute, tu te fais dire, je veux retirer mes millions, je suis désolé, il va falloir attendre 3 mois. Mais c'est du n'importe quoi. Mais en fin de compte, UBS, c'est qui est exposé dans le crédit commercial. Je vous ai déjà parlé il y a quelques émissions l'année passée sur le crédit commercial. Si vous pensez que les prix des condos et surtout le taux d'intérêt des condos, ça va faire mal à l'automne, que vous n'avez rien vu avec le crédit commercial, ça va être la saignée. Donc la banque suisse est exposée à ça. Donc, elle ne peut pas se permettre de sortir trop de liquidités. D'ailleurs, on voit de plus en plus des compagnies, des gros mastodontes avoir des problèmes, entre autres BlackRock, qui a empêché leurs clients, leurs gros clients, de retirer les millions parce que tout simplement, il n'y a pas assez de liquidité. D'accord? Et moi, il m'est arrivé un phénomène assez particulier. Peut-être que vous pouvez laisser votre commentaire si ça vous est arrivé. Ma carte de crédit BMO, elle est quasiment à zéro comme solde. Et j'ai à peu près, j'avais 6 à 8 000 $ de crédit, puis il me restait une balance de peut-être 1 000 $ à payer dessus. Mais BMO m'a envoyé une lettre comme quoi on a réévalué le tout, puis finalement, la carte de crédit, on va la baisser à 2 000 $. Donc de 8 000 $, il me baisse ça à 2 000 $. Et non pas parce que je ne paye pas, c'est qu'en fin de compte, c'est le même truc. Les banques sont en manque de liquidité.
Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est qu'il va falloir émettre plus de liquidités sur le marché. Sans ça, il va y avoir un blocage dans l'engrenage. D'accord? Donc, qui dit plus de liquidités, dit plus d'inflation, plus le prix du pétrole. Écoutez, les actifs durs, comme le Bitcoin et l'or, n'ont pas fini de monter. Donc, il y a beaucoup de manipulations. Aujourd'hui, j'ai su que le COMEX, qui se trouve à être la bourse des métaux précieux aux États-Unis, et avec le LBMO, c'est le London Bullion Market, ne mène plus le bal au niveau des métaux précieux, tout s'en va en Chine. Donc le prix était fixé déjà en Chine. On parle peut-être d'une once d'or à 8 000 $, étant donné que le marché est en train de basculer. En fait, quand tout est en train de basculer, que ce soit avec les briques, que ce soit dans le marché du Bitcoin et de la crypto, on est en plein transformation. Et comme Mike Maloney disait, on assiste au plus gros transfert de richesse de l'histoire. Et pour finir, parce que aujourd'hui c'est une petite vite, je tenais à vous parler, ça m'a vraiment frappé. Monsieur Jacques Beau, ok, Jacques Beau, peut-être vous le connaissez ou vous le connaissez pas. Et puis Stéphane Bureau lui avait fait, il a fait une couple d'entrevues, puis c'est un ex-général qui a travaillé pour l'OTAN, qui a travaillé pour l'ONU. Il était conseiller dans le service de sécurité nationale suisse. Et M. Beau a toujours eu des opinions très arrêtées sur la guerre en Ukraine, sur la guerre en Israël, maintenant avec la guerre en Iran. Et disons qu'il ne suivait pas nécessairement le narratif qu'on retrouve à CNN ou TVA ou Radio-Canada, mais TF1 ou... En fin de compte, il ne suivait pas nécessairement le discours qu'on entendait dans le mainstream. Ben, il avait droit à son opinion. Et puis, je trouvais que c'est une opinion différente de ce qu'on est habitué à entendre dans les grands médias. Et je suis que M. Beau s'est fait geler tous ses comptes par la communauté européenne, tous ses comptes de banque. Et dans l'entrevue, il parlait que c'est les téléspectateurs qui lui portaient des denrées pour qu'ils puissent manger. OK? Alors pourquoi ça m'a frappé? Parce que c'est quelqu'un qui est dans la géopolitique. C'est quelqu'un qu'on se dit, waouh, il est un peu à l'avant-plan de tout ce qui se passe. Mais c'est quelqu'un qui pensait jamais que le système pouvait dire, toi mon petit gars, t'es barré. OK? Et il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de Bitcoin, il n'y avait pas de cash mis de côté. Pourquoi je vous dis ça, c'est que les autorités, et que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit même au Canada, sont de plus en plus sévères. Donc si vous avez le malheur de dire quelque chose de travers, qui ne rentre pas dans le narratif, et vous êtes le moindrement connu, ou peut-être même pas connu, il faut faire attention. Donc, d'où la raison d'avoir des actifs décentralisés, des actifs comme le Bitcoin, où on ne peut pas vous le saisir, d'accord, parce que là, c'est vraiment la chasse aux sorcières de plus en plus qu'on va voir. Et ça, je le vois dans une tendance un peu partout. Et puis, c'est pour ça que vous devez quand même mettre vos actifs à l'abri. Et c'est une des raisons pourquoi je fais cette émission-là, c'est aussi pour signaler ce point. Dernière petite chose avant de vous laisser, avec une note très positive. Je suis en train de travailler avec quelqu'un de très bien coté au niveau crypto-monnaie, avec une équipe à Barcelone. Et ils ont un très bon projet de token utilitaire et il y a une possibilité de gagner un beau passif. Et le token, ça fait pas longtemps qu'il est lancé, il y a un très beau potentiel, bien sûr. Moi, je ne suis pas ici conseiller financier, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un peu d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto, il y a beaucoup de gens qui cherchent des rendements, disons, un peu plus intéressants que votre compte de banque. Pour la simple et bonne raison de combattre l'inflation et éventuellement, pourquoi pas, se faire une paye. Ben, écoutez, j'ai un beau projet
Et puis, je vais laisser un petit lien QR code à la fin. Ça parle de ce projet qui s'appelle WIT. Vous rentrez en contact avec moi. Et puis, si c'est quelque chose qui vous parle, qui peut vous intéresser, allez-y. Et juste pour finir, le Bitcoin, tantôt, je l'ai vu, il était à 73 000, 72 000. Écoutez, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des trillions qui s'en viennent. Une des raisons pourquoi Donald Trump veut arrêter la guerre, c'est que ça coûte très cher. OK? Et Donald Trump va être obligé d'imprimer encore plus. OK? Si vous trouvez que Obama, ça a coûté cher, Obama a quasiment doublé la dette américaine depuis la Constitution. Et avec Donald Trump, c'est encore pire. Fait que tranquillement, ils s'en vont à 40, ils vont aller à 50 trillions, d'accord? Et qui dit impression de billets, dit aussi inflation, hyperinflation. Et juste pour vous dire, puis Mark Moss y en parle, quand le M2, M3, M4, M c'est pour l'injection de monnaie, ok? Quand il y a une injection d'argent, un des premiers actifs qui est très sensible à l'injection d'argent, c'est souvent les lingots d'or. Vous allez voir une montée des lingots d'or, ok? D'un facteur de 3. Okay? Puis ça, c'est une tendance, là. Les stats sont là. Okay? En d'autres mots, le prix risque de tripler à chaque fois qu'il y a une grosse injection de liquidité. Et à peu près un an après, okay, le Bitcoin suit comme une montée fulgurante. Et en général, le Bitcoin, c'est x8. Okay? Donc, 3 à 6 mois, c'est l'or. Un an après, un an et demi après, c'est le Bitcoin. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 73, 74, 75, il est encore en aubaine, il est encore en spécial. Fait que continuez à faire ce que beaucoup de gens ont commencé à faire, en acheter un petit peu à tous les semaines, à tous les 15 jours, à tous les mois, avec un budget qui ne vous casse pas un bras, d'accord? Mais ayez toujours la vision de 5 à 10 ans, ok? Et on voit de plus en plus, une des autres forces des Bitcoin, c'est que lorsque vous avez ces actifs-là, on ne peut pas vous les saisir en autant que vous avez vos 12 mots et vous avez un wallet décentralisé, chose que j'enseigne au monde aussi, d'accord? C'est hyper important. Et ça me rappelle une dernière petite chose sur le Bitcoin avant qu'on se laisse. Des fois, on sous-estime un peu les facettes que le Bitcoin peut aider. Il y a un consortium qui s'appelle Viking. Viking, c'est eux autres qui possèdent tous les bateaux de croisière scandinaves. OK? Et j'ai lu un article très intéressant de Coin Bureau qui disait que un des problèmes que les bateaux de croisière internationaux ont, c'est qu'ils sont obligés de tout le temps swapper beaucoup de devises parce que les gens viennent de différents pays avec leur argent et là sont tout le temps obligés d'échanger une monnaie pour l'autre, l'euro, le yuan, le baht thaï, le pesos, peu importe. Et là, ils ont trouvé une solution super géniale. On va être payé en Bitcoin. Vous savez pourquoi? Parce que le Bitcoin s'est rendu la monnaie la plus internationale et la plus facile à transiger. D'accord? Fait que je trouvais ça intéressant de vous le faire remarquer. Et comme je vous dis, l'histoire ne fait que continuer. Et puis la grande aventure ne fait que se dévoiler devant nous. Et comme je vous dis toujours, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que je dis, vérifiez, contre-vérifiez, faites vos propres opinions. Il n'y a rien de mieux lorsque vous voulez investir, lorsque vous voulez vraiment travailler sur une épargne ou quelque chose, de vous informer, d'accord? Et de vous faire votre propre idée. Donc d'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et ça sera pour la prochaine émission, sûrement de Montréal. Ciao tout le monde!